Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes amis dans la suite, dans la deuxième partie du cours des épanchements ou bien des pathologies, des syndromes pleuraux. La fois passée, on avait vu les épanchements de moyenne, de petite et de grande abondance. Ces trois derniers-là étaient des épanchements qui sont dits libres, ils sont pas localisés, ils sont pas cloisonnés. Dans cette partie-là, on va voir la suite des épanchements. On va voir les épanchements pleuraux cloisonnés ou bien localisés. On va voir les épanchements aériques, les épanchements mixtes et les pathologies de calcification des pathologies tissulaires. Toujours les supports sont disponibles dans la description à télécharger. Je vous invite, mes chers amis, à abonner toujours pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Nous sommes là pour vous accompagner, pour vous aider dans votre études. Je demande de votre part le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos-là atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, on va continuer toujours dans les syndromes pleuraux. Donc, ça, c'est de l'épanchement là. C'est bien sûr hydrique, mais il y a un épanchement pleural localisé. Si vous vous souvenez de la fois passée, on avait parlé de cliché de décubitus. On avait dit qu'il est très utile pour mettre en évidence le diagnostic et de différencier entre les épanchements libres et les épanchements localisés. Donc, un épanchement localisé, bien sûr, c'est un épanchement qui va changer de position en décubitus latéral. Donc, vous voyez là, c'est la notion du décubitus latéral. Faites attention à ce critère-là, c'est une question fréquente des examens. Un décubitus latéral là, un épanchement cloisonné, un épanchement localisé, il ne va pas changer la position en position demi-assise. C'est très utile. On a trois types d'épanchements localisés. On a premièrement de l'épanchement sous-pulmonaire, c'est celui-là. Comme leur nom indique, il va se localiser ou bien il va être cloisonné sous-pulmonaire. Premièrement, on a deuxièmement l'épanchement interlobaire ou bien l'épanchement dit susurral, c'est celui-là. Notez bien, il a un aspect en fusée biconvexe. On va aborder ça dans juste une minute. Le troisième cloisonnement, ou bien le troisième épanchement, c'est l'épanchement cloisonné périphérique. Donc, il se situe à la périphérique là. Donc, c'est un diagnostic différentiel avec du syndrome pariétal qu'on va aborder dans le prochain cours. Donc, ça, c'est du cloisonnement, c'est de l'épanchement aussi localisé qui est périphérique. Donc, il est cloisonné entre le pariète, la paroi et le plèvre viscéral. Commençons premièrement par l'épanchement sous-pulmonaire. Donc, c'est le premier épanchement localisé, je répète. J'espère que vous pouvez maintenant faire la différence entre un épanchement localisé et un épanchement libre. C'est primordial. C'est une image d'une pseudo-coupole. Donc là, vous voyez, c'est de l'épanchement qui a installé là. Donc, c'est un aspect de pseudo-coupole. Donc ça, c'est pas la coupole physiologique. Normalement, la coupole physiologique, notez bien, la distance entre la l'hémicoupole et la poche d'air gastrique doit être inférieure à 1,5 cm. Dans ce cas-là, on note une augmentation, un éloignement de la distance. Donc là, c'est la pseudo-coupole. Notez ça bien premièrement. Je vous invite toujours à prendre des notes. Tous les mots-clés sont des questions fréquentes des examens. Là, c'est l'aspect de la pseudo-coupole. Cette pseudo-coupole, elle a un sommet généralement qui est plus externe que le sommet de la coupole normale. Donc, celle-là, c'est une pseudo-coupole qui est formée par quoi? Par l'épanchement. Ça, c'est l'épanchement qui va s'installer dans cette partie-là. Donc, et il est, notez bien à gauche, si cet épanchement-là, il est à gauche, c'est très facile à diagnostiquer car la distance là, elle va être éloignée de plus de 1,5 cm entre ceux de coupole et les épanchements là. Donc, vous voyez les flèches, ça, c'est augmentation de la distance. Ça, c'est en faveur d'un épanchement localisé sous pulmonaire ou bien sous pleural. Donc, notez ça bien. Les épanchements sous pulmonaire,
vous devez être prudent à ne pas le faux diagnostiquer comme une coupole. Ça, c'est une fausse hémicoupole. C'est pour cela qu'on a utilisé le terme pseudo-coupole. En cas de doute, bien sûr, vous pouvez toujours faire le cliché en position latérale du côté pathologique, bien sûr. Ça va être l'examen décisif pour faire la différence entre un épanchement libre et un épanchement cloisonné, un épanchement localisé. J'insiste toujours au cliché là, en décubitus latéral, pour voir la ligne bordante axillaire. C'est primordial. Donc, notez bien l'aspect de pseudocopole. Faites attention à ne pas percevoir cette pathologie-là. Ça, c'est de l'épanchement. Faites attention. On sait tous que l'hémicopole gauche doit être plus basse que l'hémicopole droite à cause de l'ombre hépatique. Mais là, vous voyez, elle est ascensionnée. Fausse ascension, une pseudo-coupole. Elle est éloignée de plus de 1,5 cm. Donc, ça, vous pouvez diagnostiquer, la proposer une proposition, ou bien le diagnostic d'un épanchement pleural sous-pulmonaire, et vous pouvez le confirmer avec le cliché latéral gauche du cubitus, et vous voyez la ligne bordante axillaire, qui va être, je répète, elle va être absente dans les épanchements pleuraux localisés. J'espère que vous avez noté tous les critères là. C'est primordial. C'est essentiel. C'est bien sûr des questions fréquentes des examens. Le premier épanchement là, qui est localisé, c'est l'épanchement sous-pulmonaire. Donc là, vous voyez, c'est un épanchement sous-pulmonaire gauche. Là, c'est un épanchement sous-pulmonaire droite. Il est localisé. Deuxième épanchement localisé, c'est l'épanchement interlobeur, ou bien il est appelé aussi l'épanchement susurraire. Pourquoi? Il est situé entre deux lobes et de la suture. Comme vous voyez là, il est illustré. Donc c'est un épanchement qui est localisé au niveau de la suture. Donc il est cloisonné au niveau de la suture, soit de la petite, soit la grande. Et c'est la petite suture horizontale qui est fréquemment répandue comme lieu de ces derniers épanchements-là. Cet épanchement interlobeur, donc là, c'est lorsque le pleuve il est symphisé ou ce que le poumon perd son élasticité. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer là? Le liquide, il va s'accumuler entre deux feuillets viscéraux d'une suture. Fréquemment, je vous dis, c'est la suture horizontale, petite suture. Et qu'est-ce que vous allez voir? Notez bien ce terme-là. C'est fréquemment posé comme question. C'est l'aspect en fuseau qui est biconvexe. Il apparaît là clair et net. Donc, c'est un fuseau biconvexe. C'est une biconvexité qui est localisée dans la suture, les cloisonnés. Donc, elle est effilée dans ses deux extrémités et elle prolonge par une suture qui est épaisse. Donc, si vous voyez cet aspect-là, donc là, c'est clair et net, là, en flèche rouge, ça, c'est en faveur d'un épanchement susuraire ou un épanchement interlobeur. Donc, c'est facile. Ça, c'est de l'épanchement interlobeur ou bien de l'épanchement susuraire. Ça, c'est de l'épanchement sous-pulmonaire. Donc, ça, c'est sous-pulmonaire, c'est facile. Ça, c'est interlobeur. Quand vous voyez là, l'épanchement, il est cloisonné. Il a une forme d'un lentille biconvexe. Il suit le trajet de la suture. La suture va apparaître épaissie de tonalité qui est hydrique, d'une hyper clarté là. Vous allez poser le diagnostic d'un épanchement susuraire ou de l'épanchement interlobeur. L'incidence de choix là, bien sûr, notez ça bien, c'est l'incidence de profil. Vous voyez là que en profil, il est mieux visualisé cet épanchement-là, cette lentille biconvexe, il est mieux visualisé par rapport à l'incidence de face. Donc, en face, c'est un peu difficile. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est pour cela que j'ai insisté de faire deux clichés toujours. On fait deux clichés, un cliché de face et surtout le cliché de profil. Il est très utile pour diagnostiquer les épanchements de petite abondance dans le cul de sac costodiaphragmatique. J'espère que vous vous souvenez de la vidéo précédente. Et dans ce cas-là, il est
très utile pour diagnostiquer les épanchements cloisonnés interlobaires, les épanchements localisés susurraires, ou bien susurales. Donc, deuxième épanchement localisé, c'est l'épanchement interlobaire. Notez bien l'aspect du fuseau puis convexe. Notez le rôle de l'incidence de profil. Donc, tous ces points forts-là, je vous invite toujours à prendre des notes. Je vous invite toujours à noter tous les points forts, car ils sont des questions fréquemment répondues des examens. Tous les nota bene, tous les points forts, vous devez les noter et vous devez les retenir. Donc, c'est primordial pour vous. Passons maintenant au dernier épanchement liquidien. Donc, c'est l'épanchement cloisonné qui est périphérique. Donc là, c'est l'épanchement qui est cloisonné, mais où? C'est à la périphérie. C'est pas sous-pulmonaire et n'est pas susurraire. C'est une opacité qui a les caractéristiques suivantes. Notez ça bien. Donc, de face, elle ressemble comme une lésion pariétale. Donc là, ça paraît un peu du syndrome pariétal qu'on va aborder prochainement. Mais ce que on va diagnostiquer là, c'est la longue l'onde ou bien l'angle de raccordement. On va aborder ça dans juste une minute. Donc de face, il ressemble à une lésion pariétale. La limite, elle dépend de sa forme, de son orientation et bien sûr le rayon incident. Donc ça, c'est de face. En vue tangentielle, donc c'est une opacité qui est périphérique, elle est accolée à la paroi. Donc ça, ce qui va rendre le diagnostic un peu difficile entre du syndrome pariétal et d'un épanchement périphérique cloisonné. Donc, c'est vertical, mais, notez bien là, dans le syndrome, lorsque ce syndrome-là il est pleural, lorsque la lésion elle est pleurale, quelles sont les caractéristiques? Ces quatre caractéristiques-là, que vous devez les retenir par cœur. Premièrement, l'axe vertical, il est plus grand que l'axe transversal. L'axe vertical là, cette opacité, il est plus grand que l'axe transversal. Donc c'est l'aspect élongé en goutte d'eau qu'on va aborder. Donc premier critère, notez ça bien. Ça c'est à retenir par cœur. Donc le raccordement, l'angle de raccordement là, donc si on trace une angle là entre la paroi du pleuve, bien, du pleuve pariétal et de notre opacité, elle va donner deux angles de raccordement. L'angle de raccordement supérieur là, elle est mousse, ou bien elle est douce. Donc vous voyez là, l'aspect est douce. Donc l'angle là est supérieur à 90. C'est un, c'est un angle de raccordement qui est douce. Angle de raccordement inférieur par contre, cet angle là, si on trace une angle là entre le pleuve, ça c'est du pleuve, et de l'incidence là, vous allez voir que c'est une onde, c'est une angle qui est aiguë, elle est inférieure à 90. Et là, c'est l'aspect de quoi vous voyez, c'est l'aspect en goutte d'eau. Ça, c'est à retenir par cœur. Donc, si vous voyez l'aspect en goutte d'eau, il est en faveur d'une lésion qui est pleurale, c'est pas du syndrome pariétal, faites attention. On va aborder prochainement les syndromes pariétals et vous allez voir que les lésions là, ils vont apparaître arrondies dans le syndrome pariétal. Par contre, dans notre syndrome là, du syndrome pariétal, les lésions sont en aspect de goutte d'eau à cause de ces deux angles de raccordement. La première, elle est douce, la deuxième, elle est aiguë. J'espère que vous avez noté ça. Et bien sûr, quatrième critère, cette opacité, elle reste immobile dans les clichés positionnels. Donc, si on dit cubitus, en cas du cubitus du côté lésé, on va pas avoir la ligne bordante, faites attention. C'est le même aspect. L'opacité, elle est immobile sur les clichés positionnels. Donc, ça, c'est une caractéristique de tous les épanchements cloisonnés, tous les épanchements localisés. Donc, on récapitule les épanchements localisés. C'est premièrement l'épanchement sous-pulmonaire. Notez bien la distance entre la poche d'air gastrique. Faites attention à
le confondre avec une coupole. Là, c'est une pseudo-coupole. Toujours, vous êtes censé de noter tous les aspects radiologiques. C'est primordial pour vous. Deuxième épanchement, c'est l'épanchement interlobeur ou l'épanchement susurral. C'est l'aspect du fuseau qui convexe. Là, vous voyez, c'est un fuseau qui convexe. Donc, c'est l'épanchement qui est cloisonné entre les sussures. Il est appelé l'épanchement interlobeur. Troisième épanchement, donc c'est l'épanchement périphérique. Il ressemble un peu à du syndrome pariétal, mais faites attention là, c'est les critères là. L'axe, il est vertical, il est plus grand que l'axe transversal. Les critères de deux angles de raccordement là, l'aspect en goutte d'eau, et bien sûr, c'est l'épanchement qui est localisé. L'opacité, elle est immobile sur les clichés positionnels. J'insiste sur ces critères-là. Vous devez faire la différence entre une lésion pariétale et une lésion pleurale. Donc ça, c'était tout pour les épanchements cloisonnés ou bien les épanchements localisés. J'espère que vous pouvez maintenant distinguer ces trois aspects-là. On va aborder maintenant la suite. Donc on avait terminé avec les épanchements liquidiens. Donc là, les épanchements aériens. Et bien sûr, lorsqu'on dit un air, de l'air qui est à l'intérieur de la cavité pleurale, c'est du fameux pneumothorax. Donc, c'est quoi du pneumothorax? C'est l'air qui peut pénétrer dans la cavité, soit par une perforation pariétale, c'est la paroi en cas des accidents traumatiques, ou bien le plus souvent par une perforation pulmonaire. Nous allons aborder ça dans le module de pneumologie, c'est de la rupture du bleps. On va aborder le pneumothorax de façon explicative, mais notez bien, en radiologie, vous êtes censé de garder l'aspect radiographique. Donc ça, c'est du pneumothorax, c'est simplement c'est de l'air qui est au niveau de la cavité pleurale. Donc, quels sont les critères radiographiques standards d'un pneumothorax? Ça, ce que vous êtes censé de retenir. Donc, ça, c'est de l'air. On sait tous que l'air, c'est une clarté. D'abord, c'est une hyper clarté. Le côté atteint, elle est visible où? Donc, par contre, au contraire du l'épanchement liquidien, l'eau tend à se collecter au niveau des bases. Là, l'air tend à se localiser au niveau du sommet. Donc, c'est une hyper clarté qui est visualisée, visible au niveau du sommet. Donc, vous voyez là, ça, c'est de l'hyper clarté. Vous voyez là, c'est de l'air. Donc, c'est un pneumothorax où le diamètre ou bien la distance est supérieur à 2 cm. C'est un épanchement aérien de grande abondance, c'est volumineux et vous voyez qu'il se collecte, se ressemble, ou bien se rassemble dans le sommet du poumon toujours. Ça, c'est de l'air. L'air tend à se rassembler en haut toujours. Premier critère, c'est une hyper clarté. Notez ça bien. Donc, la visibilité du plèvre viscéral. Donc, le plèvre viscéral là, quand vous voyez, donc, tout ça, donc, on interprète la dernière radiographie. Donc, ça, c'est du pneumothorax. Ça, c'est de l'air. Vous voyez là l'aspect noirâtre. C'est une hyper clarté dans l'émission droit. Et c'est du grande abondance, bien sûr. Vous voyez là, c'est de l'air. Et qu'est-ce que ça? Donc, c'est une liserée, c'est une ligne grisâtre. C'est quoi ça? Ça, c'est le poumon. Donc, ça, c'est le poumon qui est refoulé par cet épanchement-là aérique. Donc, l'épanchement aérique, vous voyez là, c'est une hyperclarté avec élargissement des espaces intercostaux. Et là, cette ligne verticale, c'est la limite du plèvre viscéral. Donc, elle est apparue là, c'est une forme de liseré dense entourant le parenchyme pulmonaire qui est collabé. Donc là, le poumon, il est collabé vers le hile à cause de l'abondance de l'air qui est rentré au niveau de la cavité. On sait que la pression atmosphérique est supérieure aux pressions pulmonaires ou bien intra-alvéolaires. Donc là, l'air, il a refoulé le poumon. Ça, c'est du poumon qui est collabé là.
Et ça, c'est de l'aspect de liseré dense de type grisâtre. Notez ça bien. Bien sûr, la disparition des vaisseaux au-delà de plèvre viscérale. C'est pour cela qu'on a utilisé le terme hyperclarté. Donc, notez bien, ça c'est du poumon. Et qu'est-ce que vous notez là? Ça c'est du liseré. Donc, notez bien, c'est une ligne fine. Là, elle est dense, elle sépare le poumon là. Vous voyez là, c'est ce que ça c'est. Ça, c'est l'aspect physiologique du poumon. Ça, c'est du sang, c'est des vaisseaux. Donc, vous voyez ça, c'est du parenchyme qui est vascularisé. Là, c'est une hyperclarté. Pourquoi? C'est l'absence totale de vascularisation. C'est le poumon qui est refoulé. Là. Donc là, ça, c'est de l'air, c'est une hyperclarté. Ça, c'est physiologique, c'est l'existence des vaisseaux. On va aborder ça avec détail en pratique dans les séries de vidéos concernant l'interprétation des clichés thoraciques. Restez abonnés pour recevoir ces vidéos. Donc, ce que vous êtes censé de retenir d'après ce cours, c'est les critères radiographiques du pneumothorax. C'est une hyperclarté, avasculaire, la présence de liseré viscéral, comme je vous ai montré, et le collapsus du moignon pulmonaire autour du hile. Bien sûr, là, le poumon, comme je vous ai montré, il est très collabé au niveau du hile. D'abord, c'est une urgence vitale, le pneumothorax. On va le détailler prochainement dans le module de pneumologie. Donc, pneumothorax, hyperclarté, avasculaire, surtout au niveau du sommet. La, la note de liseré, la lignée de liseré, et là, le moignon qui va être collabé autour du hile. Ça, ce sont les critères radiologiques du pneumothorax. J'espère que vous avez noté tous ces points forts là. Donc, ça, c'est du pneumothorax. Troisième épanchement, l'épanchement mixte. Donc, c'est les deux. C'est de l'air et l'épanchement aérique et liquidien. Donc, deux pathologies là. La cause la plus fréquente, c'est l'introduction de l'air au cours d'une ponction d'un épanchement pleural liquidien. Donc, ça, c'est accidentel. Donc, parfois, lorsqu'on draine les épanchements pleuraux liquidiens, donc on va rentrer accidentellement de l'air et ça va donner cet aspect-là. Donc, vous voyez, ça, c'est de liquide. Mais il n'y a pas la ligne de Damoiseau, c'est un niveau hydroaérique qui témoigne là de la rentrée de l'air au niveau de la cavité. Le diagnostic, il est très facile. Les clichés thoraciques faits debout devant une constatation de quoi? Faites attention, ça c'est primordial pour vous. Un niveau hydroaérique horizontal. Donc la différence entre un épanchement liquidien pur de moyenne abondance et d'un épanchement mixte, si vous vous souvenez de la vidéo précédente, un épanchement liquidien, nous avons vu la ligne de Damoiseau qui a été là, c'est une ligne concave, je répète, en haut et en dedans. J'insiste toujours sur la ligne de Damoiseau. Mais faites attention là, c'est un niveau hydroaérique, c'est un niveau horizontal. Ça, c'est en faveur de quoi? Ça, c'est en faveur d'un épanchement qui est mixte. J'espère que vous avez noté l'aspect ou bien le critère de niveau hydroaérique. C'est primordial pour vous. Donc, ça, c'était tout pour les épanchements pleuraux. Avant de terminer le cours, on va aborder les calcifications et les pathologies tissulaires. Donc, les calcifications sont secondaires à une lésion hémorragique ou bien purulente. Donc, le pus et le sang ont à se calcifier. Donc, les causes les plus fréquentes sont les tuberculoses et l'exposition à l'amiante. C'est de l'asbestose. Tout ça, on va détailler au module de pneumologie, Inch'Allah. Restez abonnés, mes chers amis, pour recevoir ces vidéos. Donc, de face, qu'est-ce que vous allez voir? C'est une opacité de densité qui est variable. Elle est irrégulière. Elle est inhomogène, mais elle est bien limitée. Ça, c'est des critères de bénignité. Et l'orientation, elle est le plus tôt qui est verticale. Donc ça, c'est du cliché de face. Vous voyez là l'aspect des calcifications. Ce sont des lignes généralement tendant à se verticaliser.
qui sont bien limitées, irrégulières et inhomogènes. Donc ça, ce sont les critères de calcification. Et heureusement, les calcifications sont bénignes. Dans le cliché tangentiel, qu'est-ce qu'on va noter? On va noter une opacité linéaire périphérique. Donc ça, c'est de l'opacité linéaire. Elle est périphérique. Elle est très bien limitée. Elle est de tonalité de type quoi? Tonalité calcique. Donc c'est une hyper clarté. Faites attention. Hétérogène, bien sûr. Elle est parallèle à la paroi thoracique, au diaphragme et du plèvre médiastinal. Ça va limiter là. Donc vous voyez, ça c'est de la limite. Dans le cliché tangentiel, on perçoit mieux les clichés ou bien les aspects ou bien les calcifications pulmonaires. Donc, en autre pathologie pleurale, ce sont les calcifications cardiaques qui sont dues fréquemment aux tuberculoses ou bien l'exposition de l'amiante, c'est de l'asbestose, c'est du sang qui tend à se calcifier. La meilleure incidence qui nous permet de visualiser ces calcifications-là, c'est le cliché tangentiel. Et on va voir l'aspect là calcifié du lèvre. Heureusement, c'est bénin. Donc ça, ce sont les calcifications. Vous pouvez les retrouver dans l'asbestose, l'exposition bénigne à l'amiante. Dernière plaque, les pathologies pleurales de tonalité tissulaire. Donc ça, c'est du tissu. Donc c'est de la même sémiologie, un épanchement pleural cloisonné, mais là, c'est pas du liquide. C'est une tonalité, vous voyez, c'est une opacité de tonalité parenchymateuse. C'est une opacité périphérique. Les limites dépendent de la forme, l'orientation et bien sûr le rayon d'incidence. Et qu'est-ce que vous allez constater dans le cliché tangentiel? Donc, c'est une opacité de raccordement en pente douce avec la paroi. Donc, toujours une pente douce et en faveur d'une pathologie pleurale. La limite interne nette, elle est bordée par le poumon. Donc, vous notez là, ça a l'aspect d'une tonalité qui est issue là. Donc, ça, c'est pas de l'air ou pas du liquide. Donc, il ressemble aux épanchements liquidiens, mais vous voyez la tonalité là, elle est de tissulaire, elle est moins opaque que du liquide. Donc, elle est immobile, bien sûr, au changement de positionnement. Elle ne contient pas de bronchogramme aérien. J'insiste toujours, il n'existe pas du bronchogramme aérien dans le syndrome pleural. Faites attention à faire cette bêtise. Et habituellement, il n'y a pas association à des lésions osseuses. Donc, si vous n'avez pas de signe des lésions osseuses, pas de signe du syndrome pariétal, une pente ou bien une angle de raccordement qui est douce, tout ça est en faveur d'une pathologie. Et bien sûr, n'oubliez pas la tonalité. Le type de tonalité là, c'est pas hydrique. Donc c'est pas du liquide. Le liquide va apparaître plus opaque que cette tonalité là. Ça, c'est une pathologie tissulaire. Donc ça, c'est du tissu qui a subi une anomalie là au niveau du plèvre. Les étiologies là, ils peuvent être tumorales ou non tumorales. Parfois, ce sont des séquelles, pathologie non tumorale, séquelles là de quelle pathologie, des infections, des pleurésies. Ils peuvent donner cet aspect-là du tissulaire. Et parfois, malheureusement, ça, c'est de la malignité. Parfois, c'est une tumeur primitive ou bien secondaire. Donc, c'est le mésothéliome malin. Donc, c'est le fameux mésothéliome. C'est c'est la tumeur maligne du plèvre à cause à l'exposition, malheureusement, à l'amiante. Et parfois, c'est de la métastase. Et nous allons voir dans les prochains cours l'aspect de lâcher du ballon. Notez bien ça là. Mais ce que vous êtes censé de retenir là, c'est l'aspect là. Il n'est pas du syndrome pariétal. La pente douce, il est immobile. Il ressemble à un épanchement cloisonné, un épanchement localisé, mais la tonalité là, faites attention, elle est de type tissulaire. Donc ça, c'était tout pour les pathologies pleurales. J'espère que vous avez retenu tous les critères radiologiques de épanchement, soit liquidien,
soit aérien, cloisonné ou généralisé. Notez bien l'aspect de calcification là, le rôle du cliché tangentiel et la pathologie pleurale de type tissulaire. Donc, ça peut être malheureusement là des métastases ou un mésothéliome malin qui est en train de se manifester. Tout ça, on va aborder avec détail dans la clinique en module de pneumologie. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rencontrerai prochainement dans la suite ou bien dans d'autres cours. Restez abonnés, mes chers amis. Je demande de votre part le maximum de partage et de j'aime. Merci pour votre attention et bon courage.